C'est un jeune homme. Donc, pourquoi le choix du interrupteur manuel? Alors, c'est un jeune qui est dépendant d'une tierce personne pour la prise des repas. Et donc, il y a eu un essai il y a 3 ans quand il était suivi par le CESAT de Vannes. Donc, l'essai avait été fait au domicile. Et là, donc l'essai était positif, mais le interrupteur n'avait pas été utilisé car la famille trouvait ça trop encombrant sur la table et lui ne voyait pas l'intérêt d'utiliser cette aide technique. De là, il est arrivé donc à l'IEM de Kerpap. Donc là, il y a eu une proposition de refaire un essai en institut. Donc, installation au niveau de l'institut. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un matériel qui nécessite quand même d'avoir des réglages assez réguliers. Et donc, il faut vraiment avoir l'équipe de soignants qui est bien au courant du matériel parce qu'une fois par semaine, à peu près, il faut aller faire des réglages, surtout sur la cuillère en particulier. Donc, au départ, il y a eu peu d'investissement d'Alex et puis le fait de passer dans un groupe plus âgé, il accepte l'utilisation et depuis, il l'utilise tous les midis. Alors, par contre, c'est pas pour le repas entier parce que c'est déjà fonction de la texture des aliments et aussi de la fatigue que ça peut produire. Et donc, on est actuellement sur un argumentaire qui est en cours pour des recherches de financement pour une acquisition au domicile. Donc voilà, donc c'est quand même dans les. Donc là, on va voir la petite vidéo d'Alex qui utilise le interrupteur. Donc voilà, donc ça montre que voilà, c'est pas forcément très facile, ce qui explique suivant les aliments que ça arrive à la bouche ou pas. Voilà, après maintenant je vais vous parler de l'utilisation donc interrupteur électrique. Donc là, c'est un jeune Yana, qui est âgé de 12 ans, qui présente une paralysie cérébrale avec un tableau moteur dyskinétique des membres inférieurs, des membres supérieurs, des troubles posturaux de tête et tronc. Il est installé dans un corset-siège, il se déplace en fauteuil roulant électrique, il communique avec un logiciel grid installé sur un iPad. Il est totalement dépendant pour les AVQ et il est actuellement accueilli en hôpital de jour à Kerpap. Donc, pourquoi un essai avec le interrupteur électrique? Donc, Yana, elle est totalement dépendant d'une tierce personne pour le repas. Et donc, il exprime le souhait d'essayer le interrupteur électrique. Il faut savoir que c'est une famille qui se renseigne beaucoup sur tout ce qui est toutes les aides techniques existantes. Donc, essai mis en place en institut. Donc, on a fait un début d'essai en mars 2021. Donc là, c'était un essai fait avec l'orthophoniste parce que ce jeune avait des problèmes de déglutition. Donc, il fallait valider que Yana attrape correctement l'aliment dans la cuillère pour après favoriser la mise en bouche de l'aliment. Donc, ça a été des essais qui ont nécessité plusieurs réglages, autant de l'installation de Yana devant le interrupteur et du interrupteur aussi, enfin des réglages du interrupteur. Donc, au départ, on était sur des séances en rééducation, en mise en situation. Et puis après, donc, il y a eu l'intégration de l'aide technique dans la vie quotidienne à l'hôpital de jour. Donc, en mai 21, on a fait l'installation au pavillon et on était à une utilisation à midi par semaine. Donc là, pareil, avec présence d'ergo ou orthophoniste. Cela a nécessité d'avoir des repères sur la table, sur le sol, pour que l'installation de Yana soit toujours identique. Les difficultés rencontrées ont été quand même avec, suivant les différentes textures d'aliments. Il y a certains aliments qui fonctionnent mieux que d'autres pour l'accroche dans la cuillère. Ensuite, on a eu une augmentation de l'utilisation à 2 midis par semaine. Donc là, c'est pareil, on retrouve le fait d'avoir besoin de personnes référentes au niveau des soignants, parce que c'est du matériel qui est quand même fragile et donc il faut des personnes qui connaissent un peu le matériel quand même. Donc, Yana a été investie dans l'utilisation. Donc, ça a été une utilisation qui était efficace ou partiellement efficace suivant les textures proposées.
En juin 2022, on est passé à un repas 3 midis par semaine. Et donc, avec lui, il avait un objectif d'un repas en amoureux. Donc là, il y a une vidéo qui va être présentée. C'est une vidéo qui a été réalisée pour le Congrès mondial de l'ergothérapie sur le thème des activités significatives centrées sur l'occupation. Et donc, il nous montre l'objectif de la réalisation de son repas en amoureux avec l'utilisation du interrupteur. Donc actuellement, depuis octobre 2022, il y en a qui est passé en 6e, donc il y a moins de temps dispo pour les repas. Il y a une diminution de l'investissement de l'aide technique, car le temps de repas est identique avec la tierce personne ou avec le interrupteur, mais par contre plus coûteux en énergie pour Yana. Et donc, il y a eu un essai à domicile qui a été réalisé en décembre 2022. Donc, l'essai est positif, mais toujours avec ce problème de consistance des aliments relevés par la famille. Et donc voilà, on serait éventuellement sur une acquisition quand même pour le domicile. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer par ces deux présentations, c'est que la mise en place d'une aide à la compensation de prise de repas demande de se donner du temps, de bien connaître les aides techniques et de pouvoir avoir le matériel en prêt sur une longue durée. Et au mieux, ce qui est le mieux des cas, c'est d'avoir un investissement par les établissements pour avoir ces aides techniques et pour pouvoir les mettre vraiment longtemps en essai. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Virginia. Très intéressant. Puis, ce que vous nous avez montré, justement, ça fait une suite logique. Vous allez voir avec ce que Julien, Christelle, les deux Julien et Christelle vont nous présenter. Donc, d'abord, je vais les laisser raconter l'histoire, mais d'abord, qui
qu'il y avait un intérêt de se procurer un iteur, mais au départ, ce n'était pas possible dans l'établissement. Donc, c'est ce qui a donné ensuite suite à tenter à développer un prototype propre aux besoins de Christelle. Donc, c'est bien intéressant de voir aussi ce qui a été développé de leur côté. Donc, d'abord, Julien Houdin, j'aimerais vous laisser la parole pour que vous résumiez un petit peu l'histoire et vos essais avec Christelle. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Oui, super. Eh ben, l'essai qu'on a fait avec Christelle, c'est que Christelle est une jeune femme qui vit au foyer d'accueil médicalisé d'Imphy dans la Nièvre et elle souhaitait pouvoir manger seule, sans dépendre de l'aide d'une tierce personne. On lui a donc fait essayer un eater électrique. Ça, c'était à l'été 2018. Ça a très bien fonctionné. Le temps d'une semaine, on a pu faire des essais. Christelle a pu manger de manière autonome pendant cet essai. Malheureusement, suite à cet essai, on n'a pas réussi à le faire financer par la MDPH du département d'origine de Christelle. Et sa tutrice, à l'époque, n'avait pas souhaité faire de recours. Du coup, on n'avait pas trouvé de financement pour le faire. À côté de ça, ça faisait quelques années qu'on utilisait l'impression 3D et qu'on fréquentait l'univers des Fab Labs avec des résidents du foyer. Et on s'est demandé s'il n'était pas possible de créer un bras robotisé accessible et à bas coût qui s'appuierait sur les technologies d'impression 3D, d'innovation ouverte, d'open source. Vous le verrez plus en détail pendant la vidéo. On a pu travailler à ce projet le temps d'un marathon d'innovation en santé. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, on a pu travailler à développer différents prototypes que Christelle a pu essayer. Ça, je pense que vous allez le voir dans la petite vidéo, puis on pourra répondre par la suite aux questions. Et puis, qui mieux que Christelle pourrait parler du projet que moi. Merci, Julien. Donc, on peut passer à la vidéo, puis ensuite, on pourra questionner Christelle. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la vidéo nous montre bien tous les progrès qui ont été faits, puis le fait que vous avez développé plusieurs prototypes et vous avez fait plusieurs tests pour aider au développement. Donc, j'aimerais d'abord demander à Christelle. Christelle, vous nous entendez bien? Bonjour. Bonjour. Donc, j'aurais une première question pour vous. Après qu'on ait vu la vidéo, j'aimerais savoir
si vous voulez nous dire un ou deux éléments que vous avez appréciés du prototype que vous avez développé avec l'équipe. L'autoritaire et celui-là, il est plus long. Vous avez entendu? Pas tout à fait. Est-ce que vous pourriez répéter? Celui-là, l'autoritaire. Celui-là est le riteur? Je ne sais pas le terme exact. Julia, je ne sais pas si tu m'entends. Le riteur? Le rose. Le rose? Le knitteriteur, Ah, voilà, merci. Plus court. Le rose est plus dur? Plus court. Plus court? Ouais. Le rose est plus court Que l'autre. que l'autre. OK. Donc, je crois que le knitteriteur, il y avait il y avait un enjeu au niveau de la portée, hein. Je pense que c'est peut-être ça dont vous voulez parler, Christelle. Donc, la portée du knitteriteur n'était pas assez grande pour Christelle. Donc, dans le prototype développé avec l'équipe, ils se sont assurés d'avoir une meilleure portée. Est-ce que c'est bien ça, Christelle, dont vous vouliez parler? Ouais. C'est trop bas. Il faut une table plus haute. C'est trop bas, il faudrait une table plus haute. Avec le knitteriteur, dites-moi, Christelle, si je résume bien, avec le knitteriteur, la table, elle était, à cause de la faible portée, la table devait être haute et Christelle ne pouvait pas voir ce qu'il y avait dans son assiette. Ouais. Et donc, avec le prototype développé, comme on a une meilleure portée, la table peut être plus basse. Et à ce moment-là, Christelle, vous voyez mieux ce qu'il y a dans votre assiette. C'est bien ça? C'est ça. Excellent. Donc, on voit justement, c'est intéressant de voir qu'il y a des éléments, parce qu'en fait, le prototype a été inspiré du knitteriteur, mais en s'assurant d'essayer donc de développer un prototype, ça nous permet d'essayer d'agir sur des contraintes qu'on a pu observer avec ce qui est déjà existant, comme le knitteriteur. Donc, merci Christelle. Si vous voulez bien, j'aimerais donner la parole à Julien Beaumeilleur, qui est ingénieur et concepteur et qui a contribué justement là, à développer les différents prototypes. Donc, Julien, je pense que ce serait intéressant de nous expliquer là, en quelques minutes à quel moment vous êtes joint à l'équipe et quel était l'objectif là, de votre présence sur l'équipe pour aider à développer ces différents prototypes, puis l'aspect un petit peu aussi technique et entrepreneurial derrière. Oui, alors j'espère que vous m'entendez bien déjà. Oui, on s'entend bien. Ouais, super. Oui, bah, du coup, ça fait pas mal de choses. Pour résumer, moi, j'ai rencontré Julien et Christelle lors d'un marathon d'innovation en médical. C'était il y a à peu près 1 an et demi pour un autre projet. Et j'ai tout de suite adhéré à l'idée qu'il y avait derrière. Et j'ai quand même salué le travail qui avait été fait techniquement pour arriver à des prototypes comme on a vu dans la vidéo qui sont voilà, qui fonctionnent et qui sont utilisables. Après, au-delà de ça, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser quand même en autonomie le produit. On est quand même obligé d'avoir une personne qui connaisse techniquement derrière pour compenser, on va dire, le manque d'industrialisation du produit ou d'ergonomie et d'interface utilisateur, on pourrait dire. On va dire que les fonctionnalités de base sont là. Et voilà, il manque quand même un travail pour en faire un produit utilisable par un plus grand nombre. Et je vais juste rajouter que la différence aussi par rapport au knitteriteur, c'est le côté personnalisation qui est possible et qui était quand même intéressant pour Christelle et probablement pour d'autres utilisateurs, vu qu'on utilise de l'impression 3D. On est capable, et on l'a vu dans la vidéo, il y a plein de prototypes avec des couleurs différentes des pièces. Et donc chaque utilisateur peut un peu personnaliser un peu comme il veut les choses. Et dans les pistes d'amélioration qui ne sont pas tout à fait encore implémentées, c'est la possibilité de choisir les aliments qu'on veut manger à l'aide en fait d'une reconnaissance, on va dire, des aliments présents dans l'assiette
une proposition après à l'utilisateur en lui demandant, ben voilà, il reste carotte, petit pois, est-ce que tu préfères carotte ou petit pois ou les deux? Et pouvoir aussi commander un peu comme on voudrait, soit avec, là on a vu c'est des boutons, des gros boutons, ça peut être une commande vocale. Donc on peut ouvrir voilà, les possibilités techniques parce qu'on maîtrise, on a conçu nous-mêmes le produit, quoi. Et je pense, bon, ça c'est sur la partie technique. Si je devais répondre après plus sur le côté de la suite, et oui, Véronique, tu as parlé d'entrepreneurial. C'est vrai que moi, à la base, je suis arrivé et puis je voulais entreprendre et créer une société. Et en plus, ça tombait, je pense, bien parce que là, il y a un produit qui a clairement un besoin. Parce que le knit-ritter est intéressant, il a quand même un reste à charge important et il ne convient pas systématiquement, on va dire, sur tous les cas d'utilisation, et en particulier avec l'amplitude, l'envergure, ou je ne sais plus comment tu as indiqué ça, mais oui, c'est exactement ça, oui. La portée. La portée, voilà, oui, exactement. Il y a une portée qui est quand même plus grande. Et du coup, j'ai essayé de voir avec, avec l'APF, qui est un peu l'initiateur du projet. C'est l'établissement médico-social dans lequel travaille Julien et dans lequel est Christelle, pour voir si on ne peut pas s'associer, ou parce que moi, je ne travaille pas dans cet établissement. Et c'est là un peu que ça coince, on va dire, parce que voilà, depuis un peu plus d'un an, on a essayé de voir au niveau local, ils étaient d'accord pour essayer de passer, on va dire, à l'étape suivante, qui est de dire on le rend accessible à tout le monde. Mais pour ça, faut, voilà, comme disait Julien tout à l'heure, il faut une équipe dédiée, il faut finir l'industrialisation, il faut porter le produit et le développer. Et pour ça, c'est un produit hardware, quoi, matériel, et c'est un investissement voilà, d'environ sûrement 1 million d'euros minimum sur 3 ans pour arriver à mettre ça sur le marché. Et encore là, c'est vraiment parce qu'il y a toute la partie dispositif médical aussi à prendre en compte, qui a un coût et un temps non négligeable. Donc là, c'est vraiment une fourchette basse. Et bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'impasse parce que quelque part, on va dire au sein de l'APF, je n'ai pas toutes les informations, mais c'est un peu bloqué, et on en est à un moment où le produit est intéressant, il y a des besoins, et on voit qu'il correspond aux besoins, et finalement, il va rester, j'ai envie de dire, coincé un peu à l'APF malgré la bonne volonté d'un peu tout le monde. Donc, je ne sais pas, j'avais un peu deux conclusions à ça. C'était s'il y a des établissements qui ont un peu les mêmes idées de concevoir un peu des produits au sein de l'établissement, d'anticiper un peu cette partie future, on va dire, distribution, commercialisation, entreprise dès le début, pour être sûr qu'avec un produit techniquement viable, il puisse sortir et il puisse trouver ses utilisateurs. Et la deuxième chose, je ne sais pas si dans notre auditoire, il y a des investisseurs ou des investisseuses, mais qui croient en ce projet-là. Et si c'est le cas, ou qui croient en l'équipe, voilà, Julien, Christelle, moi, s'il y en a, venez nous voir, et puis ça débloquera peut-être les choses, hein. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce que je sais du projet et sur le projet en lui-même. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Oui, donc j'entends qu'il y a quand même des défis d'ordre évidemment financier, hein, n'est-ce pas, et d'ordre aussi légal. Donc, quand on veut créer des innovations, il y a des étapes bien importantes au niveau financier, légal, qui peuvent représenter des défis à surmonter là, pour arriver à un produit fini qui soit vraiment accessible à tous, puis qui deviennent distribués. Oui, complètement. C'est notre cas en tout cas. Peut-être autour de la table, on a des personnes du coworking ici en Bretagne, hein, qui se sont données pour mission d'accompagner justement ce type d'initiative depuis l'idée jusqu'à la mise sur le marché, en tenant compte de toutes ces difficultés effectivement financières, réglementaires, organisationnelles. Le point de départ, c'est l'idée, le porteur de projet. Ça, vous l'avez et c'est déjà énorme, mais après, il y a beaucoup d'étapes qui suivent. Et tout seul, c'est compliqué. Donc, je sais que vous les connaissez parce que vous faites partie, Julien Houdin,
de la communauté des Réablats, si je ne me trompe pas. Donc des liens peuvent être éventuellement faits par la suite, mais vous venez illustrer, en tout cas, au-delà des usages exprimés par les usagers présents aujourd'hui et les équipes, il y a aussi toute cette question de la difficulté à faire émerger des solutions innovantes jusqu'à la commercialisation, parce que pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, il faut effectivement aller jusqu'à la commercialisation. Bon, c'est une petite aparté, mais merci de ce retour d'expérience qui est vraiment la vraie vie. Merci, Pauline. Oui, effectivement, il y a peut-être des liens qui pourront être faits après l'atelier d'aujourd'hui pour essayer de poursuivre dans les avancements du projet. Donc, si vous permettez, je vous proposerais de vous présenter à mon tour le dispositif qu'on a développé à Québec, puis par la suite, on aura fait le tour là, des présentations, donc on pourra amorcer peut-être une période de questions ou de discussion ensemble sur l'un ou l'autre des dispositifs présentés aujourd'hui. Donc, je vais y aller assez brièvement pour qu'on ait un temps de discussion justement tous ensemble. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, juste un peu de contexte, en fait, c'est, je vous l'ai dit au départ, là, je suis chercheuse au Centre de recherche le CIRIS à Québec et au CIRIS, on s'est doté d'orientation stratégique pour les 6 prochaines années et notre planification stratégique comporte 6 objectifs et l'un d'entre eux est lié à la technologie appliquée en réadaptation. Donc, plus spécifiquement, on souhaite évaluer et implanter des interventions novatrices de réadaptation basées sur les technologies et aussi développer et évaluer des technologies d'assistance. Donc, c'est vraiment en lien avec ce deuxième objectif que je vous présente aujourd'hui, un projet de recherche sur un dispositif d'aide au repas qu'on a développé. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, justement, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait le dispositif dont je vous parle. C'est un dispositif qui comporte uniquement des composantes mécaniques. Donc, notre objectif là, de développer un dispositif comme celui-ci, c'est d'être en mesure de maintenir un faible coût de production pour, par la suite, que notre dispositif soit accessible là, aux personnes qui en auraient besoin. Et vous voyez, là, il a fait l'objet de publications, dont celle qui est illustrée à l'écran. Le code QR vous permet un accès si vous souhaitez aller consulter cette publication. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, notre objectif, c'était de développer une technologie d'assistance à la prise des repas, spécifiquement pour les personnes qui vivent avec des déficits de contrôle du mouvement. Donc, principalement, ce qu'on a ciblé, ce sont les mouvements involontaires ou les troubles liés au tonus musculaire. Donc, on peut penser à des spasmes musculaires ou la spasticité musculaire là, qui s'accompagne souvent d'une diminution des amplitudes de mouvement possibles aux membres supérieurs. Et on peut penser notamment aux personnes qui ont une déficience motrice cérébrale ou un traumatisme crânio-cérébral qui vivent avec ce genre de déficit. Et on a identifié ce besoin principalement parce que les dispositifs existants sur le marché sont souvent coûteux ou vont comporter des composantes robotiques qui viennent remplacer le mouvement plutôt qu'utiliser les capacités de la personne à leur plein potentiel. Et il y a peu de dispositifs sur le marché qui ciblaient spécifiquement les mouvements involontaires. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, on a adopté une méthodologie, donc une démarche centrée sur l'utilisateur et suivant une démarche itérative, on a développé une technologie qui utilise des mécanismes avancés pour contrer les mouvements involontaires. Donc, entre autres, à la base du mécanisme, il y a 2 amortisseurs qui sont placés pour vraiment venir produire une force opposée au mouvement involontaire que la personne peut avoir. Donc, la géométrie du mécanisme, la façon dont les différentes membrures sont placées, ça permet de déterminer une trajectoire stable de l'ustensile et de le maintenir à l'horizontale pour éviter de renverser la nourriture. Et ça permet aussi de limiter l'amplitude d'un mouvement requise pour amener la nourriture jusqu'à la bouche. Et donc, dans nos développements, on a toujours eu à l'esprit, là, comme je l'ai mentionné, d'essayer de maintenir un faible coût de production, tout en considérant aussi les aspects esthétiques pour que notre dispositif puisse convenir aux utilisateurs.
Donc, ici, on voit d'abord, en fait, c'est qu'on a d'abord fait des essais avec des enfants et adolescents qui ont une déficience motrice cérébrale, donc dont l'adolescent qu'on voit à l'écran. Donc, ils étaient d'abord invités, comme vous voyez, à manger du yaourt ou de la compote de fruits avec leur ustensile usuel. Et ça nous permettait d'avoir un comparatif de leur capacité à s'alimenter. Et ensuite, on peut passer à la prochaine diapo où on voit le même enfant qui utilise notre dispositif. Donc, on peut voir justement sur l'essai actuel que il arrivait à prendre les bouchées de compote avec notre dispositif sans renverser la compote. Et donc, on a filmé les différents essais là, du point de vue recherche pour pouvoir mesurer ensuite. On peut attendre un petit peu juste avant cette vidéo. Merci. On a filmé les essais pour pouvoir ensuite analyser la vitesse à laquelle les jeunes prenaient les bouchées, puis aussi la qualité, la fluidité de leurs mouvements. Et on a discuté avec eux pour voir là, du point de vue plus subjectif ce que ça leur apportait d'utiliser l'aide à la prise des repas. Et entre autres, le jeune qu'on voit à l'écran, il nous a mentionné être très fier d'être en mesure de se nourrir sans faire de dégâts et donc de pouvoir manger plus rapidement avec le dispositif. Donc, on peut passer à la prochaine vidéo. Donc ici, on voit une autre version du prototype. Cette version-ci n'a pas d'amortisseur à la base, mais présente d'autres composantes pour assurer la stabilité du mouvement. Donc, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est moins cher, il est plus léger. On voit à la base du mécanisme qu'il y a une ventouse pour assurer une bonne fixation à la table. Et le segment en S sur lequel est attachée la poignée, c'est un segment qui permet l'amplification du mouvement. C'est-à-dire que on bouge la main, on n'a pas besoin de bouger la main dans une grande amplitude pour amener l'ustensile jusqu'à la bouche. Vous voyez, là, la personne sur la vidéo fait de mouvements de moins grande amplitude, puis le S vient combler pour amener l'ustensile jusqu'à la bouche. Donc, on peut voir aussi la prochaine vidéo nous montre à nouveau... Vous voyez, ma main, elle est ici, la cuillère est là. Donc, voilà, quand on voit que sa main bouge très peu, alors que la cuillère, elle, parcourt une plus grande distance pour amener la nourriture jusqu'à la bouche. Donc, on a également la possibilité avec notre prototype de fabriquer des poignées de différentes formes parce qu'on utilise l'impression 3D là, pour le faire. Et donc, dans ce cas-ci, on voit une poignée en forme de sphère, mais on a différentes poignées qui sont possibles, qui peuvent être adaptées à la main de chaque usager. Donc, on peut passer à la prochaine et dernière diapo. Donc, simplement, pour vous mentionner que jusqu'à maintenant, on a fait plusieurs essais, mais c'était des essais en laboratoire. Donc, en laboratoire ou à l'école des enfants là, qui ont une déficience motrice cérébrale, mais c'est des essais ponctuels. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de faire une étude où on va prêter notre dispositif aux personnes durant une période de 2 mois pour que les personnes puissent vraiment utiliser le dispositif au quotidien dans leur milieu de vie naturel. Et ça va nous permettre de recueillir différentes informations sur la satisfaction des utilisateurs, mais aussi de leurs aidants, et d'aller mesurer aussi différents éléments liés à leur participation, à l'impact psychosocial d'arriver à s'alimenter de façon autonome. Et donc, on va utiliser différentes méthodes, des entrevues semi-structurées, différents outils d'évaluation des questionnaires. J'entrerai pas dans le détail aujourd'hui des différents questionnaires. Je pense que notre objectif, c'est plus d'un point de vue fonctionnel et pratique, mais c'est simplement pour vous présenter nos prochaines étapes qui vont nous rapporter encore plus d'informations sur l'expérience des différents utilisateurs. Donc, j'arrêterai ici par rapport au dispositif que je voulais vous présenter. Puis maintenant, voilà, je vois dans le chat là, que l'association Proche mentionne, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, justement, je vous invite à nous faire signe, soit en levant la main ou bien via le chat pour adresser vos questions.
que ce soit à Virginia, davantage sur les essais qui ont été faits avec le niteur-iteur, que ce soit à Christelle ou Julien par rapport à leur dispositif. Mais également, Christelle a aussi fait des tests avec le niteur-iteur. Donc, si vous souhaitez, je pense qu'elle acceptera de répondre à des questions sur celui-là. Et moi-même, si vous avez des questions sur le dispositif qu'on a développé, évidemment, ça me fera plaisir de répondre. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, peut-être pendant que je vous laisse réfléchir aux questions que vous pourriez avoir, moi, j'en aurais une pour Christelle parce que Julien nous a parlé du fait que le prototype que vous avez développé offre, entre autres, la possibilité de choisir les couleurs pour notre dispositif. Donc, j'aimerais ça vous entendre, Christelle. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour vous, cet aspect-là, de pouvoir faire des choix? Oui. 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 Est-ce que vous voulez nous parler d'abord le niteur-iteur? Je pense que justement, il était gris au départ. Donc, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de... Il était gris. Je voulais rose. Donc, il était gris, elle voulait rose. Exact. Préféré. Parce que c'est sa couleur préférée, le rose. Excellent. Et donc, vous avez réussi avec Julien à obtenir la couleur Oui. qui vous plaisait. Le 3D. Avec le 3D. Avec l'impression 3D, vous avez pu obtenir Oui. les prototypes avec la couleur rose. Oui. Excellent. Et ça, qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça vous donnait envie de l'utiliser davantage? Est-ce que ça a eu un impact comme ça? Oui. 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 Oui, elle préférait beaucoup plus avec la couleur qu'elle préférait qu'avec l'autre, en fait. Oui. Excellent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient adresser des questions? Je ne vois rien pour l'instant. Non, ça semble aller. Donc, peut-être... Oui. Question, s'il vous plaît. Charles Fatal d'Approche et de Bouffard-Vercelli à Perpignan. Pour la co-conception qui a été réalisée autour de Christelle, quels ont été les mécanismes, le mécanisme qui a été imposé pour protéger le visage avant que la cuillère ne rentre dans la figure, pour éviter que la cuillère ne rentre dans la figure de la personne? Quels ont été les éléments technologiques qui ont permis cette protection? Alors, je vais répondre en tant qu'ergothérapeute, mais comme j'ai suivi le projet puis participé à sa coordination, je vais répondre. Ça se résume en une équation robotique. En fait, ça me dépasse un petit peu quand on en discute avec les roboticiens. Il faut savoir qu'il y a 10 étudiants dans différentes disciplines qui ont travaillé sur le projet, et plus particulièrement une étudiante en mécatronique qui a pu effectuer son dernier stage de fin d'études sur ce sujet. Et un autre étudiant ingénieur biomédical qui a travaillé sur l'équation robotique, c'est qu'il a un périmètre pour ne pas pouvoir atteindre le visage. Et alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser au quotidien aussi, c'est que la motorisation qui a été choisie permet de détecter une surintensité et du coup un choc pour pouvoir avoir un mouvement de retrait. Ça, cette fonctionnalité a été pensée, comme beaucoup d'autres, elle n'a pas pu être implémentée, mais c'est quelque chose qu'on a eu en tête au cours du développement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas utiliser ce dispositif en situation de repas classique, hors d'un test utilisateur vraiment encadré. Merci beaucoup. Monsieur Fatal, est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, ça répond. Alors, je me demande quels vont être les prolongements technologiques pour pouvoir sortir d'un laboratoire un joli prototype conçu avec beaucoup d'ingéniosité et de bon sens. Voilà, c'est bon, c'est à suivre. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aurais une question aussi par rapport aux différents mécanismes. Vous êtes inspiré donc du niteur-iteur pour développer le prototype. Donc, du point de vue propriété intellectuelle, est-ce que Julien, vous voudriez, soit Julien Baumeilleur ou Julien Ouden,
vous expliquer comment vous êtes assuré là, de ne pas avoir de problème ou de violation de propriété intellectuelle? Dès qu'on a commencé à travailler sur le projet, en fait, le premier étudiant ingénieur à l'époque en chimie biomédicale a effectué un état de l'art des solutions existantes, une recherche en propriété intellectuelle. Et sur le marché, à l'heure actuelle, en tout cas, ce qui est distribué et protégé en France, il y a le Niter électrique et un autre concurrent aussi, une société canadienne que vous devez connaître, qui est Kinova, qui est le Hobby. Et en fait, l'idée, c'était de rendre ces aides techniques accessibles, parce que c'est un petit marché qui est assez fermé. Ces 2 aides techniques vendues en France coûtent 6 500 €. Et l'idée qu'on a eue, c'est de pouvoir rendre cette aide accessible. Donc, pour la rendre accessible, on ne pouvait pas faire de la contrefaçon. Et l'idée en tant que telle d'aide électrique au repas n'est pas brevetable. Il faut une description complète du mécanisme. Donc, pour ne pas empiéter sur ce qui a été déposé par Niter et par LLC d'ailleurs, qui est fabricant du Hobby, on a réfléchi à avoir une structure, une cinématique qui soit différente sur notre bras robotisé. C'est pour ça qu'on l'a appelé bras robotisé aussi, parce que le bras robotisé a une mécanique, une cinématique qui est particulière. Il a 6 degrés de liberté. Il imite un peu un membre supérieur avec son épaule, avec son coude, avec son poignet, pour pouvoir effectuer des mouvements, porter les aliments à la bouche. On a été très vigilant à ça dès le début du projet. L'idée n'est pas simplement de faire de la contrefaçon. C'est de s'inspirer de l'existant, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, essayer de l'améliorer en essayant de le proposer de manière plus accessible. Tout à fait. Puis je pense que vous m'aviez déjà mentionné également que vous n'employez pas la même base de mécanisme, donc il n'y a pas de violation finalement avec la propriété intellectuelle, mais c'est quelque chose dont vous avez dû vous assurer au tout début du projet, n'est-ce pas? Au préalable, et c'est important, et je sais qu'on le fait aussi, par exemple, on utilise beaucoup l'impression 3D en ergothérapie et de plus en plus d'ergothérapeutes, de centres de rééducation, d'établissements l'utilisent. Il faut toujours veiller quand on crée une aide technique personnalisée, de s'assurer qu'elle n'existe pas dans le commerce au préalable, de ne pas recopier une aide technique qui existe. Ça perdrait tout son intérêt, on marcherait sur le travail d'autres et on serait dans la violation de la propriété intellectuelle, ce qui ne serait pas bien. Et puis, on veut faire avancer les choses, puis développer des nouvelles aides techniques potentiellement. Donc, effectivement, ce serait pas dans l'avancement des choses de reproduire quelque chose qui existe. Hein? On essaie d'aller vers l'amélioration continue. Donc, petite question d'ordre peut-être plus, parce que vous avez parlé des coûts comparables de 6 500 € pour les dispositifs. Est-ce que, puis je sais que vous n'êtes pas rendu à l'étape de commercialisation, puis on est encore au prototype, donc on n'a pas un coût final de production, mais pour nous donner un ordre de grandeur du coût de votre dispositif? Un ordre de grandeur actuel, en l'état des choses, un dispositif coûte en matériaux 1 000 €. Ce qui coûte très cher actuellement, c'est la motorisation. S'il y avait un travail qui était fait autour de cette motorisation pour la rationaliser, on pourrait vraiment faire chuter les coûts et du coup, derrière, avoir des coûts de mise à disposition plus faibles que ce qui existe sur le marché. Actuellement, on pourrait être à la louche, aux alentours de 4 000 €, par exemple, ce qui est moins que les 6 500 €. Et si on travaille, il y a 800 € de motorisation dans notre prototype actuel, c'est 80% du coût. Si une équipe travaille à diminuer ses coûts, derrière, ça diminuera le coût final et le coût d'accès. Mais c'est un travail qui nécessite énormément de temps et des compétences pour pouvoir le faire. Exactement. Donc, on revient un peu à l'aspect financement, hein, de pouvoir financer ce temps des personnes qui ont les compétences pour y arriver. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vais juste prendre une petite pause pour laisser la chance s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à ce stade-ci. C'est Pauline Coignard. Ce que j'ai trouvé intéressant en vous écoutant, c'est que selon les prototypes, on a l'impression que ça répond à des profils fonctionnels un petit peu différents. En tout cas, c'est la démarche, j'ai l'impression que vous avez eu au CIRIS, entre mouvement anormal d'un côté, déficience motrice de l'autre. On irait peut-être, si tous vos beaux prototypes arrivent à la commercialisation, donc à un catalogue qui permettrait de répondre à différentes situations cliniques. C'est un peu comme ça que vous avez réfléchi? Oui, si je peux. En fait, du point de vue de ce qu'on a développé au CIRIS, exactement, c'était d'essayer de cibler, si on veut, un créneau qui est d'atteinte qui n'était pas répondu nécessairement actuellement.
Donc, il y a peu de dispositifs, voire pas de dispositifs qui fonctionnaient avec vraiment des amortisseurs qui visent à contrer les mouvements involontaires. Donc, au départ, ça, c'était un élément vraiment qu'on a voulu cibler pour répondre à des besoins non répondus finalement. Et on a un désir aussi, je ne l'ai pas nécessairement expliqué en présentant, mais on a la possibilité éventuellement d'adapter aussi d'une personne à l'autre en ayant des amortisseurs de différentes forces parce qu'évidemment, d'une personne à l'autre, même si on a des mouvements involontaires, ils ne sont pas toujours exactement les mêmes. Donc, essayer d'avoir un aspect aussi qui soit adaptable à chaque personne. Donc, on a la poignée, entre autres, qui peut être adaptée pour la prise, mais aussi au niveau de la résistance, c'est un élément qu'on a gardé en tête. Donc, oui. Lydie Gaetano, je voulais savoir si vous posiez des questions aussi d'emmener les prototypes que vous avez vers le marché aussi risque, puisque ça a l'air fonctionnel et d'être des produits plutôt stables. Après les essais que vous allez faire de 2 mois, vous envisagez de faire quoi de ces solutions de votre côté au Québec? Donc, de notre côté aussi, il nous reste certaines étapes à franchir avec le prototype, mais donc, on a encore une étude qu'on veut faire pour aller vraiment valider son impact auprès des utilisateurs, mais en parallèle, on a entamé déjà des démarches avec des compagnies pour les aspects plus design du point de vue esthétique, là, pour voir comment on pourrait passer de prototype à un produit final qui soit esthétiquement plus acceptable. Et ensuite, il va falloir s'associer à un partenaire du milieu privé, parce que nous, donc, on est dans le milieu public au niveau du centre de recherche. Donc, ça va être de trouver, une étape va être de trouver un partenaire du milieu privé, une compagnie qui va vouloir s'associer à notre projet pour pouvoir faire la production des différents produits. D'accord, merci. Donc, est-ce que ça répond bien à votre question? Oui. Donc, quelques étapes encore de notre côté aussi à franchir, mais on a l'objectif de rendre disponible. Donc, moi, j'avais une autre question pour Christelle et Julien, en fait, par rapport aux aidants, parce que je sais que Christelle a utilisé le prototype et aussi le Niter durant les périodes de repas à la résidence. Et j'aimerais peut-être vous entendre sur le support qui doit quand même être donné par les aidants pour utiliser le Niter ou le prototype. Donc, est-ce que vous avez eu des retours à ce niveau-là? Oui, on a des retours. Hein. Christelle, vous parlerez ensuite peut-être. Je vais essayer de ne pas parler par-dessus vous, mais en tout cas, en tant que thérapeute, ergothérapeute, la difficulté qu'il peut y avoir passe au niveau de la formation pour la mise en place, parce que c'est un appareil qui déroute. Il y a une complexité technologique. Le Niter a un téléphone qui vient s'aimanter sur son support. On peut avoir peur de faire tomber le téléphone, on peut avoir peur de faire casser le bras. Il peut y avoir aussi une crainte liée à la robotique, le fait de se voir remplacer. Ça, c'est des questions qu'on a étudiées avec le comité d'éthique interrégional dont APF France Handicap fait partie. Il y a une peur, on peut avoir une peur du remplacement des salariés par l'aide humaine. On peut penser que c'est pour aller plus vite au repas. Il y a tout un tas de craintes, de questions qui se posent. Et puis après, la difficulté qu'il y a, ça peut être aussi de prendre le temps pour pouvoir l'installer, passer cette peur, pouvoir l'installer et laisser manger aussi la personne à son rythme. C'est vrai qu'il y a Christelle a besoin de temps pour manger, et quand elle prend vraiment son temps, il lui faut 1 heure, 1h30 pour pouvoir manger. Et dans un fonctionnement institutionnel, des fois, il est difficile, quand il y a un nombre limité de personnes pour apporter une assistance physique lors des repas, de pouvoir concilier les deux. On ne l'a pas précisé, je ne sais pas si c'était très clair, mais à l'issue de ce projet, de cette démarche de prototypage, l'établissement a pu faire l'achat d'un Niter électrique. Donc, on dispose au sein de l'établissement d'un Niter. Christelle peut en disposer, d'autres résidents, une autre résidente du foyer d'accueil médicalisé peut le faire aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés de cet ordre-là à introduire ça auprès des aidants. Merci, oui, exact. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Christelle, votre ressenti. On en a déjà parlé, mais je vous laisse la parole.
Je trouve que c'est bien, quoi. C'est trop bien. En fait, je pense que ce que veut dire Christelle, c'est que quand elle a l'appareil, c'est vrai que ça lui prend plus de temps pour manger, c'est ça. Et des fois, on a un peu réduit dans le temps parce qu'on a 2 services maintenant. Et c'est vrai qu'après, ça va déborder sur l'autre service. Après, ça va déborder sur les prises en charge quotidiennes pour la suite de la journée. Donc, ça fera un petit retrait, en fait, c'est ça. Oui, en fait, Christelle m'avait déjà expliqué, puis vous me corrigerez, Christelle, si je me trompe, que quand vous utilisez le Nitaritor, vous utilisez le temps des 2 services, hein? C'est bien ça? Plutôt qu'un seul service? Oui. Et il y a certains aidants lors des services qui vous ont déjà mentionné qu'ils trouvaient ça long. C'est bien ça, hein? Ils vous en ont parlé. Oui. Excellent. Mais vous, que ça soit plus long, est-ce que ça vous dérange d'utiliser les 2 services? Non, c'est un mauvais le personnel. Non, elle, ça la dérange pas, mais ça l'embête plus pour nous, en fait. Oui. Alors que normalement, si elle a les 2 services, elle peut utiliser les 2 services. Sauf après, s'il y a un rendez-vous. Donc après, s'il y a un rendez-vous, faut qu'on s'adapte. Ça nous décale l'horaire du repas, peut-être. Ouais. Voilà. Je m'excuse, allez-vous rajouter quelque chose? Tu voulais dire quelque chose, Christelle? Non. D'accord. Donc, j'allais dire, en fait, est-ce que vous voudriez nous dire combien de repas par semaine actuellement vous l'utilisez, en fait? Pas en ce moment. Pas en ce moment. Pas en ce moment. Donc, vous avez diminué votre utilisation, je crois. Oui. Vous voudriez nous dire pourquoi vous avez diminué votre utilisation? Elle ne sait pas vous répondre, en fait. Vous savez plus? D'accord. Elle ne sait pas vous répondre. D'accord, pas de souci. En fait, je posais la question par intérêt parce que Virginia, au départ aussi, nous a mentionné que dans les 2, je pense dans les 2 situations là, qu'elle nous a présentées, graduellement, le Nitaritor semblait être un peu délaissé par les utilisateurs. Donc, peut-être c'était un peu le dernier sujet là, que je voulais aborder avant la fin de l'atelier. Je ne sais pas si Virginia voulait commenter sur les raisons, mais je pense que c'est quelque chose peut-être sur lequel on doit se pencher ou se questionner. Hein. C'est des produits qui semblent qui peuvent avoir des impacts positifs, mais au fil du temps, il y a quand même il semble y avoir un abandon graduel possible. Donc, c'est peut-être un élément que je voulais soulever. Je ne sais pas, Virginia, si vous... Moi, je pense que dans le cas de Yana, là, c'est un petit jeune qui a 12 ans et donc il a des priorités en fin de compte. Et là, on est sur la priorité vraiment scolaire et donc il ne peut pas être partout. C'est tellement peu en énergie qu'il ne peut pas donner. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, j'insistais sur le fait que ce soit utilisé à la maison dans un moment où justement de convivialité avec où il est tout seul, on ne lui donne pas à manger. Mais là, pendant la semaine, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux. Par contre, je voulais dire aussi que lui, il avait fait ressortir que par rapport aux aidants, le fait que ce soit toujours quand on a trouvé le bon réglage, il avait toujours la même prise de l'aliment et que par rapport à une tierce personne, suivant la personne qui lui donnait à manger, la cuillère n'arrivait pas pareil, ou suivant la personne qui donnait, il était plus à l'aise avec certaines personnes que d'autres, et que là, le fait d'avoir un hyperriteur et que c'était toujours pareil, et ben ça, c'est important pour lui. Il nous l'avait vraiment souligné avec l'orthophoniste, il en avait vraiment beaucoup parlé. D'accord. Voilà. Donc, je pense peut-être, on n'arrivera pas à une conclusion sur ce sujet-là aujourd'hui, mais je pense que ça nous montre un peu qu'il reste aussi des questions à
à adresser pour bien aller documenter l'impact, donc justement les éléments positifs que les personnes peuvent vivre du fait d'utiliser ces dispositifs, puis d'être plus autonomes pour la prise des repas. Donc, en comprenant mieux, en documentant mieux, on risque de pouvoir peut-être offrir une meilleure formation aussi aux aidants, comme vous discutiez, Julien, pour qu'ils accompagnent les personnes dans l'utilisation des dispositifs, puis qu'on arrive à les intégrer puis à les garder davantage dans une utilisation quotidienne. Donc, je vois qu'il reste 1 minute. Alors, avant qu'on passe à l'autre partie là, de la séance d'aujourd'hui, j'aimerais remercier les participants. Donc, merci beaucoup à Virginia, Christelle, Julien Houdin et Julien. Attendez, excusez-moi, je ne vois plus votre nom de famille. Julien Beaumeilleur. Et donc, merci beaucoup pour votre participation. C'était très intéressant. Merci aux questions qu'on a reçues. Et j'aimerais donner la parole au prochain modérateur de la prochaine séance. Un grand merci Véronique et merci aussi à tous les intervenants et cette table ronde qui pose bien les questions, le problème, pas toutes les réponses, mais justement ça nous permet de guider nos travaux futurs et nos préconisations futures pour ce qui est des praticiens.